Et nous avons eu Lucie au 3921 qui nous expliquait que son fils avait connu ses premiers troubles à l'âge de 18 ans et que ça restait compliqué même si il essayait à travers le sport d'avoir une vie sociale. Nous sommes maintenant avec Florent. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Florent. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors, je vous appelle de Paris et j'ai 38 ans. D'accord. Vous viviez une enfance paisible, Florent, jusqu'à l'adolescence où tout a basculé. Vous dites qu'est apparu un autre, une voix inquiétante. C'est arrivé d'un coup, brusquement ? Oui, c'est arrivé comme un flash qui vous foudroie à l'esprit. En fait, c'est arrivé à 13 ans. Oui. Et c'était vraiment quelque chose que je souhaite à personne parce que ça vient sans prévenir. Il n'y avait pas de signaux avant-coureurs et d'un seul coup, il y a une voix qui s'immisce, une voix que j'ai appelée l'autre. Oui. Dans mon livre que j'ai écrit sur le sujet, sur la schizophrénie obscure clarté. Oui. Et c'est vraiment traumatisant parce qu'on a l'impression qu'une entité prend le contrôle un peu de notre cerveau pendant un certain laps de temps. Lucie évoquait un choc émotionnel. Est-ce que à 13 ans, vous avez vécu un choc ? Oui, alors oui, j'ai eu un choc émotionnel. Après, pour un enfant de 13 ans, moi je voulais être basketteur professionnel, je me suis blessé gravement au genou. Oui. Donc on m'a dit que je pourrais pas. Dans un premier temps, on m'a dit que le basket c'était fini pour moi. Donc quand on dit ça à 13 ans à un gosse, ça fait mal. Surtout quand le rêve c'est de devenir basketteur professionnel. Mais je me suis accroché. Et j'ai quand même pu continuer à faire du basket après. Bon, il m'a fallu beaucoup de temps, j'ai dû faire beaucoup de rééducation, tout ça. Mais j'ai pas pu devenir basketteur professionnel. Mais par contre, j'ai pu quand même rejouer au basket, quoi. Donc, faut quand même, il faut faire mesurer ses propos et quand on est médecin ou quand on est chirurgien et il faut aussi se faire confiance en son corps et persévérer exactement. Alors cette voix, vous vous sentiez obligé de l'écouter. Comment ça se passait en fait lorsque vous l'entendiez ? Ouais, alors c'était très paradoxal. Dans un premier temps, il y a la raison qui te dit, bah écoute, c'est pas possible ce que tu crois entendre ou voir, parce qu'il y a aussi des hallucinations visuelles que j'en ai fait aussi. Et donc du coup, on se dit, bah non, c'est pas possible dans un premier temps. Et puis quand on est trop en crise, il y a la folie qui vient et là, on calcule plus rien quand on est dans un monde. En fait, moi je dis souvent ça, c'est comme si on était dans un monde parallèle où comme vous êtes assis devant votre télévision, vous regardez un film, sauf que là, vous êtes plus tranquillement devant votre télévision, devant une réalité parallèle, vous la vivez et tout ce que la voix, l'autre vient vous donner ou vous ordonner, bah vous y croyez au final, quoi. Pour vous, c'est votre réalité en fait. Comment votre entourage a-t-il géré ces crises ? Est-ce que c'était vos parents qui géraient en premier lieu ce comportement ? En fait, mes parents, ils en sont rendus compte très tardivement. Alors moi, il faut savoir que j'ai beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, je suis rétabli, mais j'ai mis 10 ans avant de dire ce que j'avais en fait, de mettre des mots sur mes mots parce que je me cachais, je me terrais dans ma chambre quand ça n'allait pas. Je disais que je jouais aux jeux vidéo, ce genre de choses, vous voyez. Et personne n'avait remarqué que vous entendiez on avait cet remarqué autre. ici. Non, la voix, non. Personne n'avait remarqué en fait, à tel point que quand Obscure Clarté est sorti, même mes amis les plus proches n'étaient pas au courant. Et j'étais très très surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je me cachais, donc on a cru que c'était une crise de l'adolescence. En fait, mes parents ils ont dit bon, il est turbulent, il y a des moments où il est pas bien, mais ils ont mis ça sous le compte de l'adolescence, comme beaucoup de parents, je pense. Ouais. Et vous n'avez jamais été soigné donc en 10 ans ? De 13 ans à 24 ans, j'ai pas été soigné, non, pas du tout. Et c'était très paradoxal parce que j'avais des moments en fait où ces moments de crise, mais comme je revenais à un état de normalité quelques temps après, je mettais ça derrière moi en espérant que ça se reproduirait plus en fait, en me disant bon. Et puis le problème c'est que ce que je faisais c'était des crises, des bouffées délirantes. Et comme j'en ai fait à répétition, bah forcément il y a un moment il y a une crise qui est plus forte qu'une autre. Et là à 24 ans là j'ai secoué très violemment mon papa. Donc toute la famille s'est réunie pour nous séparer lors d'un repas familial avec ma copine de l'époque. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a forcément il y a quelque chose qui tournait pas rond parce que là ça se voyait quoi. Vous avez été pris en charge à partir de cet incident-là ? À partir de ce moment-là, voilà, exactement. Ouais. J'ai été pris en charge. Alors moi, j'ai accepté d'aller voir le médecin, mais je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. C'est-à-dire que je savais pas que j'allais me retrouver dans un hôpital psychiatrique, que j'allais avoir des médicaments qui, dans un premier temps, étaient très très lourds pour quelqu'un qui est sportif, dormir et hyperactif, dormir 20 heures par jour les premiers jours. Moi, c'était très mal vécu. Donc au début, en tout cas, après les traitements ont diminué. Là, j'ai retrouvé progressivement mes sensations et une vie plus normale, mais il a fallu beaucoup de temps pour se reconstruire, ça se compte en années, quoi. Alors vous êtes devenu de soigné à soignant, hein. Vous êtes aujourd'hui aide-soignant dans l'unité psychiatrique où vous aviez été vous-même interné. Pourquoi ce choix pour aider les personnes comme vous ? En fait, j'ai eu une équipe. Enfin, déjà à la base, j'ai essayé de faire la fac de droit et puis du coup la maladie est venue stopper mes études. Mais j'étais auxiliaire de vie pour payer mes études de droit
au tiers de vie auprès de personnes handicapées. Et quand j'ai vu de toute façon que je pouvais plus faire du droit parce que j'avais des difficultés de concentration, Oui. je me suis dit, je vais essayer de faire à l'époque, ça s'appelait une EMT, une évaluation au milieu de travail. Et j'avais un ami qui était aide-soignant. Je vais essayer de faire ça. Mhm. En plus, j'ai voulu rendre ce qui m'avait été donné parce que j'ai eu une équipe soignante à l'hôpital où j'ai été qui a été super, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Je me souviens de l'infirmier, les premières fois où j'ai pu sortir, parce qu'au début, j'avais pas le droit de sortir de l'unité. Mais j'ai pu sortir dans le parc, il a eu des mots très rassurants, il m'a dit, tu sais, on peut s'en sortir, faut être patient, enfin. Je me souviens vraiment d'une équipe super, je me suis dit, je vais essayer de rendre ça. Et moi, en fait, j'avais un problème quand j'étais interné, c'est que je me disais, mais c'est dingue, on a l'impression que personne s'en sort, parce que à regarder certaines séries ou certains médias, pas tous bien évidemment, on avait l'impression que c'était une maladie où il n'y avait pas d'issue. Donc je me suis dit, si toi tu arrives à t'en sortir, il faudra que tu essayes de donner ce message d'espoir en fait, quoi. D'où l'importance, comme l'évoquait Lucie, de l'entourage pour ces patients souffrant de schizophrénie. Florian, vous avez ensuite pu écrire un livre, l'ouvrage Obscure Clarté aux éditions Laïus. Aujourd'hui, vous êtes dans l'écriture d'un roman, J'ai tendu la main. Merci infiniment, Florent, pour votre témoignage de 39-21. Dans un